Bonjour à tous et bienvenue dans BBC Hebdo, un programme de BBC News. Voici les titres à la une de notre édition. Les chercheurs s'activent pour trouver le vaccin universel contre Ebola, un virus qui continue de tuer notamment en RDC. Nous irons à l'est du pays où l'OMS tente d'endiguer l'épidémie. En Algérie, la population en colère est dans la rue. Des manifestations de masse contre le président sortant Abdelaziz Bouteflika, candidat à un 5e mandat. Et notre dossier spécial femmes en deuxième partie de journal, nous reviendrons sur la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes. C'était vendredi 8 mars. Elle a commencé à l'ouest et aujourd'hui, elle contamine l'est. Une nouvelle épidémie d'Ebola a déjà fait au moins 500 morts en RDC. Pourtant, aucun pays au monde n'est plus expérimenté dans la lutte contre la maladie. Mais le dernier foyer se révèle difficile à contrôler. Une équipe de la BBC s'est rendue dans la ville de Beni pour comprendre pourquoi le virus est si difficile à neutraliser. Emmanuel Coste. Ebola a ravagé ce village de la RDC. Cette famille a perdu 10 de ses membres en seulement quelques semaines. Mais Rochelle et sa sœur ont survécu. Elles nous ont raconté qu'elles étaient en bonne santé quand l'épidémie a débuté. Nous avons ouvert le sac mortuaire et effectué des rituels sur le corps de notre mère. Les médecins nous ont mis en garde contre cela. Ils ont dit qu'elle était morte du virus Ebola, mais nous avons refusé de les croire. Nous leur avons dit qu'elle était morte d'une intoxication alimentaire. Ensuite, ils ont essayé de nous persuader de nous faire vacciner. Cette nouvelle épidémie constitue un test majeur pour la République démocratique du Congo. Le pays a déjà été touché 9 fois par Ebola depuis l'apparition en 1976 du virus, principalement dans des villages reculés de l'Ouest. Il avait pu être facilement contenu. Dans un pays aussi grand que l'Europe occidentale, mais doté d'infrastructures médiocres, peu de personnes connaissaient le virus Ebola dans l'Est. C'est pour cela que des centres de traitement anti-Ebola ont ouvert leurs portes dans des anciennes cliniques gérées par des praticiens tradis modernes. Nous ne pouvons pas fermer ces cliniques juste parce que ces médecins ne sont pas reconnus par les autorités congolaises. Ils font partie du système de santé local et sont respectés par la population. Ce que nous devons faire, c'est collaborer avec eux pour venir à bout d'Ebola. Désormais, de nombreuses personnes atteintes par le virus ont été traitées ici. Mais les praticiens traditionnels continuaient d'utiliser les mêmes équipements sur les patients. Maintenant, tout doit être désinfecté ou détruit. Il n'y a plus aucun risque de venir se faire soigner dans ces cliniques. C'est ce qu'explique ce chef local. Les anciens équipements ont été détruits. La riposte contre Ebola à Beni semble porter ses fruits. Mais pour contrôler la maladie, la population est appelée à s'investir pleinement. Quant aux cas suspects, ils seront traités dans des centres spécialisés. Les survivants d'Ebola, qui ne croyaient pas en l'existence de cette maladie, ont eu une seconde chance. Ils sont reconnaissants envers les services de santé. Même si l'épidémie continue dans le pays, à Beni au moins, le virus ne progresse plus. Et toujours en RDC, Félix Tshisekedi, le nouveau président, a détaillé à Kinshasa son plan d'urgence pour ses 100 premiers jours à la tête du pays. Il s'est engagé notamment à gracier les prisonniers politiques et à œuvrer pour le retour de ceux qui ont fui à l'étranger pour des raisons politiques. Je vais œuvrer activement à créer les conditions d'un retour rapide des compatriotes qui se trouvent actuellement à l'extérieur du pays pour des raisons politiques, afin qu'ils y exercent leurs activités dans le respect de la loi et des institutions républicaines. Je vais veiller à ce que la justice soit administrée par des personnes intègres et aux valeurs morales irréprochables, disposées à lutter contre la corruption,
qui ternit l'image d'un véritable État de droit. Je vous le disais en titre, vent de contestation sans précédent en Algérie. Dans plusieurs villes du pays, les manifestants ont réitéré toute la semaine le rejet des 5e mandats d'Abdelaziz Bouteflika. Des milliers de manifestants dans les rues pour dire non à un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Une contestation sans précédent dans le pays depuis l'arrivée d'Abdelaziz Bouteflika au pouvoir il y a 20 ans. Ces images datent d'il y a plusieurs années et ces jours-ci, le président est rarement vu en public. Diminué par la maladie, Bouteflika ne s'est pas adressé aux Algériens depuis son AVC en 2013. Hospitalisé à Genève pour des examens médicaux, il a pourtant officiellement déposé sa candidature hier, ou plutôt fait déposer sa candidature par ses proches. Ses critiques le considèrent comme un dictateur. Aujourd'hui, une lettre... Dimanche, à la télévision algérienne, une journaliste a lu une lettre du dirigeant âgé de 82 ans. Il affirme que s'il remportait ces élections, il s'engage à organiser par la suite une nouvelle présidentielle anticipée d'ici un an et à ne pas se représenter. La question est de savoir si les manifestants acceptent cette concession apparente. Des manifestations ont également eu lieu dans les capitales européennes. La plus importante a réuni plus de 6000 personnes en France, un pays qui compte une importante diaspora algérienne. Les gens qui gouvernent, on ne sait même pas qui c'est, ils sont dans l'ombre, grosse mafia, gros tout ce qu'on veut, donc il faut arrêter, au bout d'un moment il faut arrêter. Il faut de la justice, il faut de l'équité, il faut de la clarté, il faut de la république, il faut de la démocratie, il faut de la liberté. Il n'y a pas d'élection transparente en Algérie, c'est l'administration qui fait tout, c'est des élections truquées. Contrairement à beaucoup de ses voisins, l'Algérie a été relativement épargnée par le printemps arabe. Mais 7 ans plus tard, ces Algériens sont maintenant prêts au changement. On quitte l'Afrique du Nord pour l'Afrique de l'Ouest. Elle devait être une source de fierté, mais elle a suscité colère et indignation. La statue de bronze représentant l'ancien président du Burkina Faso, assassiné en 1987, 5 mètres de haut, érigée à Ouagadougou, au siège du Conseil national de la Révolution, lieu de l'assassinat de Thomas Sankara. Sauf que ce qui était censé être un hommage a choqué les Burkinabés lorsque le voile est tombé. Quand moi-même j'ai vu la statue là, à travers déjà le visage, ça m'a un peu choqué parce que ce n'est pas le visage de Thomas Sankara. Maintenant, les positions et autres, ça va. Maintenant, je pense qu'il faut revoir le visage, refaire ça selon le visage type de Thomas Sankara pour qu'on reconnaisse effectivement c'est l'homme. Vraiment, ce n'est pas la même personne qu'on attendait. Et puis, bon, c'est vraiment quelque chose qu'on doit reprendre. Sinon, ce n'est pas bon. Le Burkina Faso, à l'instar du monde entier, a commémoré le 8 mars la journée internationale des droits des femmes. L'occasion pour les femmes de se mobiliser pour lutter contre les inégalités et faire entendre leurs revendications. Revenons sur la symbolique de cette journée avec Claire René Mendy qui répondait aux questions de Rémi Sabimana. Par exemple, la première journée internationale des femmes en 1977, qu'est-ce qui a véritablement changé, par exemple, pour les femmes africaines? On va parler d'un pays qui va vous réjouir, puisqu'il s'agit du vôtre, le Rwanda. Et vraiment, il fait figure de bon élève par rapport à la politique, puisque le Rwanda, depuis sa constitution de 2003, a inscrit comme principe fondamental l'égalité entre les hommes et les femmes. Ça a mené à quoi? Aujourd'hui, au Rwanda, 56% des parlementaires sont des femmes. Si vous me permettez, par rapport à la politique, juste préciser qu'il y a quand même eu de nombreuses femmes ministres en Afrique, on ne va pas les citer. Il y a aussi eu 3 femmes présidentes, notamment Ellen Johnson Sirleaf au Libéria en 2006. Il y a eu aussi au Malawi Joyce Banda qui a été vice-présidente et après présidente. Et plus récemment, cela ne vous a pas échappé, Rémi, en Éthiopie, une femme a été le 25 octobre 2018 nommée présidente puisqu'il s'agit de Sahle Work
Brisé. Revenons donc à l'économie, aux avancées, notamment dans la sphère économique. Ça, c'est très important parce qu'en matière économique, on parle même de ruée des femmes africaines vers l'entrepreneuriat. Et le développement de l'entrepreneuriat féminin a impacté très positivement sur le développement de tout le continent. Enfin, un dernier chiffre, Rémi, si vous me le permettez, 27% des femmes en Afrique subsaharienne sont à la tête d'entreprises, sont des chefs d'entreprise. C'est un chiffre qui est assez intéressant si vous le comparez notamment à l'Afrique du Nord où seulement 12% des femmes sont chefs d'entreprise. C'est vrai donc que les femmes sont sur tous les fronts, mais il y a aussi, et on le sent, encore quelques freins à l'égalité des genres, notamment sur le plan social. Tant que l'on parlera toujours d'excision, de mariage forcé ou de polygamie, il y aura encore vraiment du travail à entreprendre. Et vraiment là où le bas blesse, c'est surtout dans le domaine sociétal, puisque selon par exemple l'UNICEF, le dernier chiffre qu'il avance, c'est que 52% des femmes en Afrique sont mariées avant l'âge de 18 ans et 200 millions de femmes, et ce sera mon dernier chiffre, et de filles ont subi une forme de mutilation génitale. Et vous, Claire Onet, vous en tant que femme, vous vivez cette situation au quotidien. Quel est votre ressenti? Comment vous analysez cela, toutes ces avancées-là? J'ai envie de penser à la nouvelle génération et leur dire que vraiment rien ne nous est donné et rien ne nous a été donné. Tout a été arraché. Il faut qu'elle le fasse, mais grâce à la force de l'éducation et de la formation notamment. Un combat qui continue. Et on va s'intéresser justement à une femme originaire de la RDC. Vous la voyez derrière moi, belle, philanthrope, elle préside la fondation Malaika. Son objectif, améliorer les conditions de vie des jeunes filles à travers des programmes éducatifs et de santé. Joyce Itutu l'a rencontrée. Je pense que c'est très important de donner une autre image de l'Afrique et du Congo, d'écrire notre propre histoire, d'écrire une narrative de ce qu'on veut et de ce qu'on fait. Je m'appelle Noëlla Kosaris Musunka. Je suis l'ambassadrice du Fonds mondial. Je suis une maman, je suis une mannequin, mais avant tout, je suis la fondatrice de la fondation Malaika. Et Malaika veut dire ange en swahili. Aujourd'hui, on fait une séance photo. On a plusieurs magazines qui veulent faire un feature sur moi et sur ma carrière. Ma carrière de mannequin a commencé à Londres, avec la campagne d'Agents Provocateurs, et j'ai travaillé entre Londres et New York pendant 10 ans. Quand j'ai eu mes enfants, le fait que je n'ai pas eu de parents dans ma vie, c'était très important pour moi d'être une maman. Mon père est décédé quand j'avais 5 ans et ma maman n'avait pas de moyens de me garder. Et c'est pour ça que tout ce que je fais avec Malaika, c'est vraiment l'émancipation de la jeune fille et des femmes. J'ai grandi de famille en famille en Europe. J'ai été revoir ma mère après 13 ans. Elle vivait dans des conditions extrêmement pauvres. Et ma promesse à moi-même et à elle, c'est qu'un jour j'allais m'occuper d'elle et que je ferais quelque chose pour mon pays. La fondation Malaika a été créée en 2007. Une fondation qui opère au sud-est du Congo, pas loin de Lubumbashi. Nous développons en fait un village qui peut être dupliqué. Donc nous avons construit une école. Notre école, elle est gratuite. Et à côté de l'école, nous avons un centre communautaire où nous rassemblons toute la population, les jeunes, les garçons, les mamans, les papas, à venir au cours d'alphabétisation. Pour moi, c'est comme mes enfants. Elles m'appellent toutes Maman Noëlla. Et ce qui est très drôle, c'est que dans le village, maintenant, il y a plein de petites filles qui s'appellent Noëlla. Tu dois gérer Malaika comme un business, comme une compagnie. Le marketing, les social media, la comptabilité. C'est énorme l'administration qu'il y a derrière une fondation. Tous nos programmes que nous avons au Congo, c'est entre 380 et 400 000 $ par an. C'est pas facile de récolter de l'argent parce que le Congo a une telle connotation négative que les gens ont peur de donner au Congo. Ma motivation, c'est que les élèves que nous avons à l'école soient heureux. Et je me réjouis de voir leur parcours. Ce sera un moment vraiment magique de les voir. Terminons ce journal avec d'autres belles images qui nous viennent cette fois-ci du Brésil. Regardez. Strass et paillettes, déguisements extravagants. Le carnaval a cette année encore été éblouissant. Après plusieurs jours de fêtes et de compétitions dans le mythique Sambodrome, c'est l'école de samba de Mangueira qui a triomphé pour la 20e fois au carnaval de Rio. C'est la fin de ce BBC Hebdo. Merci de nous avoir suivis
et restez connectés sur bbcafrique.com. Bonne soirée à tous et à bientôt.